Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orneheim. Aujourd'hui, nous allons parler des recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de Santé en juin 2018 sur la borréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques. Et notre invité est Pierre Ecker, qui était représentant des malades dans le groupe de travail qui a élaboré ces recommandations. Pierre Ecker, bonjour. Bonjour. Alors cette année, en 2018, au fin du mois de juin, est sorti un document qui s'appelle Recommandations de bonnes pratiques concernant la borréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques. Et ce document a été publié par la Haute Autorité de Santé. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce document a été élaboré pendant de longs mois et que cette élaboration, en fait, n'a pas été très simple et qu'elle est aussi le fruit de tout un travail. Donc vous étiez représentant des usagers, donc en tant que malade de Lyme, représentant des autres malades de Lyme, dans ce groupe de travail. Et donc c'est à ce titre-là que vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous expliquer comment tout ça s'est mis en place. Donc déjà, le tout début, en fait, de ce groupe de travail, ça s'est constitué comment, pourquoi ? Alors donc, la première étape, on peut dire que c'est le 29 septembre 2016, où le gouvernement a présenté aux associations un projet de plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques. Et dans ce plan, qui comportait 5 axes et 15 actions, l'axe stratégique 3, c'était d'améliorer la prise en charge des malades, et donc d'élaborer un protocole national de diagnostic et de soins. D'accord, ce qu'on appelle en abrégé un PNDS. Voilà. Donc, à partir du moment où le plan Lyme a été lancé en septembre 2016, il était prévu donc qu'il y ait un nouveau PNDS pour la maladie de Lyme. Oui, en fait, on pourrait même dire un PNDS tout court, parce que c'était pas un nouveau, vu que ce qui existait avant, c'était simplement une conférence. D'accord, donc ce qui existait avant, ça datait de quand ? De décembre 2006, la conférence de consensus sous l'égide de la SPILF. Jusqu'à la publication de ces recommandations en 2018, les médecins qui devaient se baser sur quelque chose pour soigner leurs malades de Lyme étaient supposés donc se baser sur ce protocole de 2006, cette conférence ? Oui, qui ne parlait pas de co-infection, qui ne parlait pas évidemment de SPPT, syndrome persistant post-piqûre de tique. Mais la situation était de plus en plus intenable entre le terrain et les recommandations, le gap entre les deux. Et c'est pour ça qu'en 2014, le Haut Conseil de la Santé publique avait quand même déjà remis un rapport où il incitait à développer la recherche, à se pencher vraiment en détail sur la question pour remettre à plat les connaissances sur les maladies vectorielles à tiques, dont la borréliose de Lyme. Oui, donc on avait effectivement eu un rapport en 2014, le rapport du Haut Conseil de Santé publique sur la borréliose de Lyme, et ce rapport en fait émettait des recommandations vis-à-vis des autorités de santé pour faire évoluer la situation. Je pense qu'il y avait eu quand même un constat qui avait été fait, qu'il y avait des problèmes, des carences par rapport à cette maladie. Voilà, tout à fait. Cette maladie et même d'autres comme les autres maladies vectorielles à tiques, comme la babésiose, etc., qui pour la première fois étaient vraiment prises en compte dans ce document du Haut Conseil de la Santé publique. Et c'est un document qu'on a toujours regardé de très près dans le contexte du groupe de travail, même si les connaissances avaient évolué encore en quelques années. Dans ce rapport du Haut Conseil, les associations avaient été quand même auditionnées, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Il y avait eu quelques auditions de membres d'associations, voilà, mais c'était pas une présence aussi constante que il y allait y avoir au sein du groupe de la Haute Autorité de Santé, où là vraiment on a travaillé pendant plus d'une année. Et chaque mois, nous étions présents en tant que représentants d'usagers. Oui, vous avez suivi l'ensemble, tout le processus et toutes les discussions. Vous n'avez pas simplement été auditionné une fois à dire ce que vous aviez à dire et puis être prié de retourner chez vous. Non, parce qu'en fait, il faut bien voir que le plan Lyme, une des phrases fortes, c'est de mettre fin à l'errance et à la souffrance des patients, donc des malades. Pour que cette mesure puisse vraiment s'activer, il fallait avoir une certaine image du terrain.
Et la HAS nous a demandé explicitement d'ailleurs de faire un bilan de la situation vu par les malades. Donc c'est ce qui est devenu après l'annexe 6 du document long dont on va parler, l'argumentaire scientifique. Donc vous avez commencé à travailler assez rapidement après le mois de septembre. La première réunion, vous vous souvenez à quel moment elle a eu lieu ? Alors c'est-à-dire 29 septembre, c'est donc l'annonce, la présentation du projet de plan, mais pour autant le démarrage du plan, ça a été en janvier 2017, mais il faut bien voir qu'il y avait plein d'autres actions. Enfin, on avait commencé à travailler un peu avant, puisque déjà en décembre, on a travaillé avec Santé publique France sur l'axe prévention, etc. Et pour revenir au PNDS, c'est en mars 2017 qu'il y a eu la première réunion du groupe de travail, qui est donc constitué d'une 30aine de membres avec différents spécialistes, cardiologie, dermatologie, immunologie, infectiologie, médecine interne, microbiologie, neurologie, ophtalmologie, pédiatrie, psychiatrie, rhumatologie. Enfin, je les cite tous pour montrer que c'était quand même un panel assez large. Et la Fédération française contre les maladies vectorielles à tic était représentée par 8 membres, chercheurs, médecins et représentants de malades. Vous étiez représentant de la FFMVT ou plutôt de l'association de malades? C'était confondu ou c'était, quand vous dites 8 membres, c'est la FFMVT plus les associations de malades, tout confondu? Spécifiquement, en fait, la FMVT avait proposé des représentants et puis les associations aussi. Donc, on va dire que c'était 6 membres FMVT plus 2 membres d'associations rattachées à la FMVT. Donc ça faisait un groupe de 8 personnes qui étaient plus ou moins les représentants d'une certaine vision de la maladie de Lyme. Est-ce que pour les gens qui ne seraient pas au courant des polémiques qui entourent cette maladie, vous pourriez quand même replacer un petit peu le contexte des discussions finalement? On ne peut pas dire qu'il y a 2 clans, mais il y a quand même 2 façons de voir les choses qui sont assez différentes. Oui, ça se verra après dans le document, dans ses recommandations, c'est-à-dire que les premiers chapitres, ils sont assez classiques, ils représentent les différentes phases de la maladie. Et ce qui a toujours fait polémique, pas seulement en France, c'est la possibilité d'une persistance de l'infection après un traitement qui a été, j'ouvre les guillemets, bien conduit, je ferme les guillemets. Donc voilà, il y a une certaine vue du sujet qui considère qu'une fois qu'on a bien traité une maladie de Lyme, elle est définitivement guérie. Et la réalité terrain montre que beaucoup de malades pourtant traités, au bout d'un certain temps, à nouveau ne vont pas bien, ce qui laisse penser justement, ça pointe l'existence d'une forme chronique ou d'une forme persistante, quel que soit le terme qu'on utilise. Donc en fait, s'il y a des associations, s'il y a autant de personnes qui sont mobilisées sur le sujet, c'est bien parce que c'est une maladie qui dure dans le temps. Je veux dire, il n'y a pas d'association de malades de la rougeole. Une fois qu'elle est passée, c'est fini, on l'oublie. Là, une maladie de Lyme, malheureusement, pour beaucoup de malades, on ne l'oublie pas. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Et au niveau international, il y a ce problème. Donc c'est ça, notamment, qu'il fallait éclairer, mettre fin aux souffrances et à l'errance de ces malades qu'on dit soignés et qui pourtant continuent à être malades. Parce que jusque publication de ces nouvelles recommandations de bonne pratique, officiellement, le Lyme chronique n'existait pas. En tous les cas, il existait sur le terrain, mais il n'existait pas dans les recommandations officielles, oui. Donc un médecin les médecins devaient se trouver totalement en porte-à-faux quand ils avaient devant eux des malades qui, de toute évidence, n'arrivaient pas à guérir et quand ils se retrouvaient face à des documents officiels où on ne mentionnait pas l'existence possible de ce genre de persistance. Voilà, totalement. C'était des recommandations qui ne recouvraient pas l'ensemble du sujet. Et donc là, le document qui a été produit a ouvert un chapitre important, le 5e chapitre, le syndrome post-piqûre de tique ou post-possible piqûre de tique, et qui, lui, dit bien que pour certains malades qui ont été piqués et qui ont des tableaux symptomatiques compatibles avec une maladie à tic ou une maladie de Lyme, il faudra s'attacher à explorer, à éliminer les autres diagnostics possibles et qu'au final, une fois ces diagnostics éliminés, il faudra démarrer un traitement d'épreuve. Parce que un dogme qu'il y avait jusque-là, c'est que le diagnostic était sérologique. Donc si quelqu'un était positif, on voulait bien le reconnaître comme malade de Lyme et on le traitait. Dans le cas contraire, en général,
c'est là que commençait l'errance. Alors qu'une des grandes avancées du travail qui a été fait et de ce document, c'est de reconnaître que malgré tout, les sérologies sont pas infaillibles et qu'on peut très bien avoir des tests négatifs et pourtant des symptômes évocateurs. Alors, comment ça se passait au quotidien, enfin en tout cas quand vous aviez vos réunions de travail, comme ça vous vous retrouviez avec des gens comme vous qui ont toutes les raisons de savoir que le Lyme chronique existe, et puis en face de vous des gens qui sont dans la négation en fait de cette existence. Et est-ce que ça se passait dans une bonne ambiance, assez courtoise malgré tout, et est-ce que vous avez l'impression quand même à certains moments que vous avez réussi à semer le doute, sinon à convaincre certaines personnes qui au départ ne croyaient pas du tout à la possibilité d'un Lyme chronique? Bien, en fait, les meilleures avancées, et petit à petit, il y a quand même un groupe qui travaillait correctement. C'était des journées entières, mensuellement. Et les meilleures avancées, c'est quand on écoutait les uns et les autres et qu'on essayait de converger vers une rédaction commune, c'est-à-dire qu'il y avait une trame et on a travaillé à la rédaction complète des documents et on restait sur un passage ou un paragraphe aussi longtemps que la formulation ne convenait pas aux deux écoles. Et donc des fois c'était pas simple. Voilà, mais moyennant ça, et effectivement, la réalité de terrain, c'est la réalité de terrain qui est la preuve. Donc c'est ça qu'on pouvait en tant que représentant de malades toujours mettre en avant, c'est de dire non, simplifier ou modéliser de manière vraiment trop simple ne permettra pas de mettre fin à l'errance et à la souffrance. Il faut aller plus loin. Il faut ouvrir des portes. Le ministère de la Santé lui-même, il était représenté dans ces réunions par qui, par combien de personnes, et quels étaient finalement quel était leur rôle par rapport à ce groupe, au-delà de l'animation du groupe? Est-ce qu'ils avaient un rôle d'arbitre, de modérateur? Enfin, comment ça se passait avec ces représentants-là? Alors, en fait, le ministère avait passé commande à la Haute Autorité de Santé pour disons, piloter ces travaux. Et le groupe de travail, donc les membres, comme je disais tout à l'heure, représentaient un peu toutes les sociétés. Et après, il y avait un pilotage. En fait, il y avait un double pilotage, un pilotage par la HAS, un pilote HAS, et puis aussi un pilotage SPILF. Vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire, la SPILF? C'est la Société de pathologie infectieuse de langue française. D'accord, donc pas vraiment de représentants du ministère de la Santé. Hein. Non, en fait, il y a indépendance entre la HAS et la Direction Générale de la Santé qui avait passé commande. D'accord. Donc en fait, oui, le plan Lyme, dans le plan Lyme, il était prévu de faire évoluer ces recommandations de pratique, mais donc le ministère en fait a saisi la Haute Autorité de Santé. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus vraiment la main dessus. Oui, enfin, c'est pas tellement question d'avoir la main ou pas. En fait, le déroulé de ce travail normalement est rigoureux puisqu'il y a une revue de la littérature avec il y a à peu près 600 études qui sont citées. Après, il y a tous les spécialistes qui peuvent s'exprimer sur un sujet avec des réserves, avec des affirmations, etc. Et c'est pour ça que ça pouvait être parfois assez animé entre ceux qui avaient été confrontés à tel ou tel cas de figure, d'autres qui semblaient ignorer ces possibilités-là. Le but, c'était d'être le plus objectif possible, de part et d'autre. Vous pourrez écouter la suite de l'interview de Pierre Ecker la semaine prochaine sur RCF Orne.